Angleterre, pays de la reine, du fish and chips et de la bière tiède, mais également terre historique de la légende arthurienne. C'est ici sur l'île britannique que le roi Arthur a bâti Camelot, d'où il régnait sur le royaume de l'ogre qui s'étendait de l'Écosse à l'Aquitaine. Classe. Mais pourtant, un peu comme à Londres où il est impossible de faire 3 pas sans tomber sur un frouze. Salut. Fuck off. La légende arthurienne est indissociable du pays du camembert et des baguettes. En effet, bien qu'elle soit issue des folklores celtiques et bretons, la légende du roi Arthur a été énormément influencée par les romans du poète français Chrétien de Troyes, au XIIe siècle. C'est notamment lui qui a intégré des éléments cruciaux, comme le chevalier Lancelot et sa romance avec Guenièvre, ainsi que le naïf chevalier Perceval et la quête du Graal. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est une autre itération française de la légende, la série Camelot d'Alexandre Astier. Et alors je vous invite à insulter tous les gros faisans qui ont pensé que c'était malin de mettre un on en a gros ou un c'est pas faux dans les commentaires. Aujourd'hui dans Éruption Cérébrale, on va parler intelligence en se posant cette question. Perceval est-il vraiment con ? S'il y a bien une chose dont on est certain quand on regarde Camelot, c'est que Perceval est un abruti complet. Pour lui, le nord et le sud changent selon la façon dont on se tourne, son vocabulaire est limité voire confus, et il a même du mal avec son propre nom, c'est dire. Alors, pourquoi est-ce qu'Alexandre Astier, créateur de la série, affirme-t-il ceci? Mais comme c'est un personnage extrêmement intelligent, Perceval, il sait très bien qu'il n'y a qu'un chef, c'est Arthur. Est-ce que c'est parce qu'il est capable de compter toutes les pierres du château ou de toujours gagner au jeu des petits pois? Peut-être que oui, mais je pense qu'il y a un petit peu plus que ça derrière ce bon vieux Perceval. Alors on va d'abord se pencher sur l'origine du personnage, puis on verra pourquoi Perceval est en fait extrêmement intelligent. Dans le roman de Chrétien de Troyes, Perceval, ou le comte du Graal, notre ami gallois ne semble pas beaucoup plus brillant que celui de la série. À vrai dire, les similarités sont telles qu'on pourrait très bien résumer le livre comme un compte-rendu que Perceval fait à une réunion de la table ronde dans Camelot. Sérieusement, avec un peu de bricolage et quelques magnifiques imitations, on peut faire un truc assez sympa. Regardez par vous-même. Alors, à l'ordre du jour, j'ai besoin de noter les premiers faits d'armes des chevaliers présents à cette réunion. Non mais on l'a pas déjà fait ça. Eh ben pas pour tout le monde, figurez-vous. J'ai cherché partout dans les archives et il en manque. En même temps, vu le bordel que vous avez foutu là-dedans, ça devrait pas vous étonner. Oui non mais on va pas commencer, c'est bon. Père Blaise, qui est-ce qui vous manque? Le seigneur Perceval. Eh ben on n'est pas sorti. Seigneur Perceval, on vous écoute, mais sérieusement, essayez d'être un minimum concis. Non mais c'est bon, celle-là je la connais. Oh ouais bah putain. Au début, je me baladais dans les bois, et là il y a 3 types qui arrivent, à cheval et tout en armure. Alors par contre je préviens, j'ai noté 3, si dans 5 minutes ils sont 4, je lui fais bouffer ma plume. Non mais si, ils étaient 3. Et moi, comme j'avais jamais vu de chevalier à l'époque, j'ai cru que c'était des anges. Oh non mais des anges quoi. Beau-père, merci de pas interrompre. Moi je trouve ça très bien, c'est poétique. Pour une fois qu'il y a un truc pas trop pourri à écrire sur ce pignouf, moi je prends. Là les mecs ils disent ouais on est des chevaliers, on vient de la cour du roi Arthur, et moi j'étais vachement impressionné, ça avait de la gueule quand même. Alors après je retourne chez ma mère, je lui dis je veux partir à Camelot pour devenir chevalier. Là ma mère elle s'énerve, se disant que mes frères étaient chevaliers et qu'ils sont morts au combat je sais pas quoi. Mais moi je l'écoutais déjà plus à ce moment-là, parce que j'avais la dalle. Ça je vais pas le noter. Le lendemain je pars, je vois ma mère qui s'évanouit, mais ça c'est une technique, c'est pour me barricader. Vous manipulez? C'est pas tout ce qu'il y a à voir avec la campagne ça? Agricole. Ouais, c'est pas faux. Donc moi, ni une ni deux, je pars en route pour Camelot. Et quand j'arrive, y a un type en armure rouge. Le gars, il a une coupe à la main, et il se barre du château. Alors moi, je rentre, et je vous vois vous, sire. Vous aviez pas l'air joasse. Alors je demande ce qui s'est passé, et vous me dites que c'est le chevalier en rouge qui vous a insulté. Il a volé une coupe sous vos yeux, et il est parti. Eh ben ça m'étonne pas. Vous avez quelque chose à dire, beau-père? Non mais voilà, c'est votre façon de faire aussi, là. Moi, un mec, il m'insulte chez moi, il essaye de me tirer l'argenterie, il ressort pas du château vivant. Oui, bah désolé de pas cramer tous les types qui me foutent de travers, parce que je peux vous dire que j'en ai tout le tour du ventre des comme ça. Alors moi, du coup, je vous demande si je peux être chevalier, mais vous êtes trop occupé à vous faire du mouron pour répondre. Là, y a un type à votre table, je crois, il me dit « L'armure du chevalier vermeil est à vous, allez la récupérer et vous serez fait chevalier. » Non mais c'est pas mon sonneur? Il est pas chevalier, il a pas l'autorité de vous dire ça. Mais il se foutait de sa gueule. Ouais, mais du coup, moi je l'avais pas compris comme ça. Ni une ni deux, je saute sur mon cheval et je pars rejoindre le mec en armure rouge. Là, le gars, je lui dis « Au nom du roi Arthur, donne-moi ton armure !» Le mec, il me prend pour un gros faisan et il m'envoie me faire voir. Du coup, j'étais vachement énervé, alors je lui ai balancé mon javelot à travers la poire.
Le mec il est tombé raide mort. Vous allez me faire croire que vous avez tué un chevalier à coup de javelot, vous. Ouais, et après j'ai récupéré son armure du coup. Oui, alors abattre un chevalier par surprise et dépouiller son corps encore chaud, par contre, je peux pas compter ça comme un fait d'armes, hein. Ça va un peu à l'encontre des principes de l'honneur et de la chevalerie. Effectivement, Seigneur Perceval, c'est pas vraiment chevaleresque. Non mais j'ai pas fini. Après, je suis arrivé chez un vieux qui m'a appris à me Oui, alors, battre. par contre, le vieux, on va éviter, hein, parce que ça m'emmerde déjà. Ok. Après, je suis arrivé dans un château, avec une princesse et des gens qui crevaient de faim à cause d'un sale type. Alors moi, ni une, ni deux, ni trois, je défie le mec en combat singulier. À l'époque, je me battais avec l'ancienne technique, c'était moins impressionnant, mais j'ai quand même gagné. Du coup, je lui dis, rendez-vous à la cour du roi Arthur, et dites que c'est moi qui vous ai vaincu, et qui a libéré le château de Beaurepaire. Ah mais ça c'est très bien par exemple. Effectivement c'est très bien, du coup je me demande pourquoi on en a jamais entendu parler. Non mais ça c'est ma faute, parce que le gars, il m'a demandé mon nom, et j'ai pas su quoi répondre. Du coup ça m'a saoulé. Puis après j'ai dû me battre avec son chef, et rebelote, je gagne, et je l'envoie à Camelot. Non mais ça me rappelle quelque chose ça. Attendez, les deux gars de Beaurepaire, ce serait pas Enguerrand et Clamadieu? Ah ouais, c'est ça. Mais c'était vous le chevalier vermeil? Ouais, c'est ça, parce que j'avais une armure rouge. Du coup, vous les aviez reçus les deux types? Ah bah oui, on les a reçus, je peux vous le dire. 2 jours plus tard, ils cramaient. Mais quoi? Non mais me regardez pas comme ça, y avait plus de place dans les cachots, je savais pas où les foutre moi. Du coup, dans le doute, je les ai cramés. Non mais si on nommait la fin, ça fait déjà un joli fait d'armes. Après, en revenant à Camelot, je suis tombé sur une rivière. Pas de pont, pas de gué, pas moyen de traverser. D'un coup, je vois une barque, et dessus, y a un vieux. Ah non, les vieux dans vos histoires, ça m'emmerde. Non mais si, lui il était roi. Comment ça, roi? Y a pas d'autre roi que moi entre Beaurepaire et Camelot. Non mais lui il était pêcheur. Non mais attendez, il était pêcheur ou il était roi? Les deux. Un roi pêcheur, on aura tout vu. Le mec il est tout pourri, il tient à peine debout. Il me dit, ouais, venez vous reposer dans mon château, il vous suffit de longer la rivière. Mais de quel château il parle? Entre Beaurepaire et Camelot, y a une seule rivière, je suis désolé, y a pas de château dessus. Pourtant, je marche, et là, d'un coup, y a un château qui apparaît. Je rentre, et le roi pêcheur il m'invite à m'asseoir. On bouffe, tout se passe bien, et d'un coup, y a un type qui rentre, avec une lance. Il traverse la pièce, et là, je vois qu'à la pointe, la lance saigne. C'était vachement impressionnant. Non mais attendez, il parle de la Sainte Lance là? La lance qui a percé le corps du Christ? Et alors, vous avez fait quoi? Bah rien, parce que l'autre vieux, le premier dont vous avez pas voulu que je parle, il m'avait appris que c'était mal poli de trop parler, et qu'il valait mieux se taire que de passer pour un con. Non mais c'est pas vrai. Mais vous franchement vous mériteriez quand même une bonne avoine de temps en temps. Attendez, c'est pas fini, j'ai fait pire après. Tiens donc. Parce qu'une fois que le mec avec la lance est sorti, y a une servante qui se ramène. Et dans sa main, elle a un calice en or. Le truc il brille tellement, on dirait qu'il est en feu. Comment on dit ça déjà? Incandescent? Vous vous foutez de ma gueule j'espère. Il a trouvé le Graal. Ouais mais pareil, j'ai rien osé demander. Surtout qu'à l'époque, le Graal, tout ça, je connaissais pas. Bon sang, j'espère que vous vous souvenez d'où est situé le château. Non mais c'est ça le truc le plus bizarre en fait. Le lendemain, je suis sorti du château, et là, tout l'édifice disparaît. Pouf, comme par magie. Vous voulez dire que vous aviez une occasion de ramener le Graal il y a des années et vous l'avez loupé? Ouais, ça craint ou pas? Je vais le buter. Moi je suis qu'à moitié surpris. N'empêche, au moins, je suis pas passé pour un con. Ouais, effectivement, même dans le bouquin, c'est pas une flèche le Perceval. Mais pourtant, la théorie de cette vidéo, c'est bien qu'il est intelligent. Alors, d'où je sors ça? Évidemment, les fans assidus de la série ne sont pas sans savoir que Perceval est très doué avec les chiffres et qu'il possède des connaissances très avancées pour son époque en astronomie. Mais c'est un peu facile de défendre l'intelligence des gens quand ils sont intelligents. Moi, j'aime les défis. Je vais donc plutôt défendre les conneries qu'il dit, en essayant de comprendre pourquoi un personnage décrit par son créateur comme intelligent peut avoir du mal avec des concepts comme la gauche et la droite. Aucun rapport avec la politique. Voyons donc ce qui est reproché à notre cher Perceval. Tout d'abord, c'est connu, Perceval n'a pas un vocabulaire très riche. Il lui arrive souvent de confondre des mots ou de ne pas comprendre ce qu'on lui dit. Le postulat de départ, c'est qu'étant plus ou moins un gros pecno, il n'a pas reçu l'éducation lui permettant de comprendre des personnages nobles tels qu'Arthur. On voit souvent d'ailleurs dans la série d'autres personnages issus de la classe paysanne qui ont du mal à suivre les discours du roi. Mais accrochez-vous bien, je vais non seulement dire que le problème n'est peut-être pas l'éducation, mais qu'en plus les paysans bretons ne sont peut-être pas si cons que ça. Et ouais, j'ai peur de rien moi. S'il y a un tel problème de compréhension dans Camelot, c'est avant tout à cause d'une barrière linguistique. En effet, si aujourd'hui on a tendance à plus ou moins tous parler la même langue dans un pays donné, surtout en France où la variété linguistique a été victime d'une certaine oppression, à l'époque de Camelot, ce n'était pas du tout le cas. Petite parenthèse, pour situer l'époque de la série, la chute de Rome se place grosso modo au 5e siècle. Du coup, au 5e siècle, quelles sont les langues parlées en Grande-Bretagne? Eh bien, après plusieurs siècles d'occupation romaine, évidemment, on y parle pas mal latin. Mais comme dans beaucoup de territoires occupés, il ne s'agit pas du latin classique parlé à Rome, mais plutôt d'un latin vulgaire, plus simple, souvent mélangé aux dialectes locaux. C'est d'ailleurs le latin vulgaire mélangé aux dialectes gaulois qui a fini par donner naissance au français, avec des emprunts dans au moins une dizaine d'autres langues, c'est le bordel. Mais ça, c'est surtout dans le sud de l'Angleterre, et en majorité chez les élites.
Sur le reste de l'île, où la présence de l'Empire est moindre, les langues celtiques restent présentes et majoritaires. Et ce, notamment au pays de Galles, où il n'y avait que très peu de Romains. On peut donc supposer qu'Arthur, ayant grandi à Rome, ainsi que les plus nobles membres de sa table ronde, s'exprime en latin vulgaire, la lingua franca de l'époque. C'est un peu comme le franglais aujourd'hui. En gros. Et donc Perceval aurait pour langue maternelle le gallois. Au lieu d'être stupide, il ne parle juste pas couramment la langue de la cour. Quand il ne comprend pas un mot, c'est parce qu'on lui parle dans une langue qu'il ne maîtrise pas. Et les paysans bretons auraient le même problème, d'où la difficulté pour Arthur de se faire comprendre. Alors évidemment, dans la série, tout le monde parle français. Mais il s'agit là d'un trope classique, la convention de traduction. En gros, quand on entend du français, c'est du latin vulgaire, et quand on entend du latin, c'est du latin classique. Parce que le français n'existait simplement pas à l'époque, et que je pense pas que beaucoup de gens seraient intéressés par une série humoristique en latin. Non est falsus. Mais si vous n'êtes pas convaincu par ce raisonnement, j'ai d'autres arguments qui prouvent que le problème de Perceval est avant tout linguistique. On va donc s'attaquer à une autre soi-disant preuve de sa stupidité, son problème avec les directions et les points cardinaux. En effet, c'est à Perceval que l'on doit la fameuse réplique « De toute façon, on dit le nord. Selon comment on est tourné, ça change tout. » Forcément, pour nous aujourd'hui, c'est facile de se moquer, puisqu'on sait que le nord et le sud sont absolus. Ils sont toujours au même endroit. Enfin, tant qu'on est sur Terre. Mais sans avoir à mentionner certains spoilers sur les origines de Perceval, ces concepts n'étaient pas aussi clairs à l'époque de Camelot. En effet, avant l'invention de la boussole en Chine, sans doute au XIe siècle, il était un petit peu plus difficile d'appréhender les points cardinaux. À l'époque, on parle de la direction de l'aube, l'est, et de celle du crépuscule, l'ouest. D'ailleurs, étymologiquement, l'est veut dire l'aurore, tout comme l'orient. Et l'ouest viendrait d'occident, lui-même tiré d'occidere, le verbe tomber en latin, en rapport à l'endroit où le soleil se couche. Et je vous l'accorde, ça reste assez simple. Si on sait où le soleil se lève, on a nos points cardinaux et ça n'est pas censé bouger, jusqu'à preuve du contraire. Mais ce n'est pas avec l'est et l'ouest que Perceval a du mal, c'est avec le nord et le sud. Ce qui est intéressant, c'est qu'en gallois, nord se dit goglaise. Ce mot est formé de go, sous, et claise, main gauche. En effet, le nord se situe à gauche quand on fait face à l'est, et sud se dit dé, qui signifie simplement droite. Donc, en gallois, nord et sud sont des mots très proches de gauche et droite, et se basent sur l'observation du soleil. Mais en latin, on parle de septentrio, qui vient de septem et de trio, les 7 bœufs, nom que les Romains donnaient à la grande ourse, et pour le sud, de Auster, qui désigne le vent du midi. On a donc deux choses compliquées pour Perceval. D'abord, une conception linguistique différente des points cardinaux. Pour les Romains, le nord, c'est la direction que l'on déduit de la grande ourse dans le ciel la nuit. Pour Perceval, qui non seulement se base sur l'aube, mais en plus a une conception liée à la gauche et la droite, ça porte déjà à confusion. Mais rappelez-vous, Perceval est passionné par les étoiles, et semble avoir des connaissances en avance d'au moins un millénaire à ce sujet. C'est pour ça que ça m'a toujours paru bizarre qu'il ait du mal avec le concept de nord. Mais justement, la grande ourse qui sert de repère aux Romains n'indique pas le nord et ne se situe pas toujours au même endroit dans le ciel. On déduit le nord à l'aide de la grande ourse et de l'étoile polaire. Sauf que le nom que les Romains donnent au nord, ce n'est pas la ligne formée par la grande ourse et l'étoile polaire ramenée à l'horizon. Pour une personne ayant un esprit aussi littéral que Perceval et étant passionné par les étoiles et leurs mouvements, parler de la grande ourse comme d'une direction, ça n'a pas de sens. Quant au sud, il est défini en latin par le vent du midi, un vent qui souffle au niveau de la Méditerranée. Autant dire qu'en Bretagne et au Pays de Galles, ce n'est pas un repère très parlant. En tout cas, pas quand on a pour habitude de trouver le nord en se basant sur l'est. Et c'est d'autant plus compliqué quand nord et gauche sont des synonymes. De ce point de vue-là, effectivement, le nord et le sud, selon comment on se tourne, c'est jamais pareil. Eh oui, Jamy. Alors, si certaines des conneries de Perceval peuvent s'expliquer par le problème de la barrière linguistique, est-ce que ça suffit pour dire qu'il est intelligent? À vrai dire, qu'est-ce que c'est être intelligent? Est-ce que ça se mesure? Eh bien, l'intelligence, en fait, c'est compliqué à définir, et tous ceux qui ont essayé de la quantifier ont fini par créer des méthodes au mieux douteuses. Que ce soit le test de QI ou la théorie des intelligences multiples de Gardner, rien n'est vraiment en mesure de représenter la réalité complexe de l'intelligence humaine, voire animale. Au mieux, on peut en faire une appréciation en se basant sur une définition acceptée et forcément biaisée de l'intelligence. J'ai donc décidé de prendre comme définition le premier paragraphe de la page Wikipédia sur l'intelligence humaine, puisque comme le dit la chanson, Wikipédia, pourquoi chercher plus loin? Ça sert à rien. L'intelligence humaine donc se caractérise par plusieurs aptitudes, surtout cognitives, qui permettent à l'individu humain d'apprendre, de former des concepts, de comprendre, d'appliquer la logique et la raison. Bon, pour le moment c'est pas ouf en ce qui concerne Perceval, mais la définition continue. Elle comprend la capacité à reconnaître des tendances, comprendre les idées, planifier, résoudre des problèmes, prendre des décisions, conserver des informations et utiliser la langue pour communiquer. Comme on l'a vu, on peut déjà mettre un point à Perceval pour la langue, puisque si j'ai raison, il est bilingue. Bon, est-ce que j'ai vraiment raison? Ça c'est une autre question. On va faire comme si. Pour ce qui est de conserver des informations, c'est également un des points forts de Perceval, puisqu'il a réussi à mémoriser le nombre exact de pierres qu'il y a dans le château de Camelot. Et comme il le dit... Moi, tous les trucs que vous m'avez expliqués, c'est là.
C'est rentré, ça bouge pas. Pour ce qui est de la prise de décision, rappelons que c'est lui qui a décidé par lui-même de devenir chevalier. Et quoi qu'on en dise, c'est ce choix qui l'a mené de simple fils de paysan à membre éminent de la cour du roi. Bon, éminent, j'abuse peut-être un peu, mais il y est quand même. Très clairement, il a fait un choix qui a mené à une amélioration de ses conditions de vie. Et si l'intelligence, c'est la capacité à résoudre des problèmes pour s'adapter à un milieu, Perceval est clairement brillant. Et oui, rappelons-le, à l'époque, la vie paysanne, c'était pas l'idéal, surtout pour un gros flemmard comme notre ami gallois. On peut parler de stratégie de survie à ce niveau. Bon, au final, ça ne nous donne pas vraiment beaucoup de points en intelligence si on se base sur cette définition. Mais pourtant, il a bien des capacités qui lui ont permis d'obtenir sa place à la cour. C'est un autre talent particulier, une autre forme d'intelligence, et je pense que c'est de ça dont parlait Astier. Après, on peut attendre de voir s'il va tweeter pour dire que j'ai tort. C'est une possibilité. Perceval possède une grande intelligence sociale. Et oui, résoudre des problèmes, c'est pas juste trouver l'inconnu dans une équation. L'homme est un animal social, et de ce fait, la majorité des problèmes qu'il rencontre dans sa vie sont sociaux. Je parie que vous avez plus souvent eu besoin de réconforter un ami après une rupture que de calculer la surface d'un tétraèdre. Et Perceval s'en sort plutôt pas mal pour résoudre les problèmes sociaux, simplement en ayant conscience de sa place dans la hiérarchie et de son rapport aux autres. Ce n'est pas pour rien qu'il est devenu le favori d'Arthur, seul chevalier avec qui il prend ses repas. Perceval est brillant par son intelligence sociale. Il a obtenu sa place non pas par la manipulation ou une noblesse héritée, mais simplement en étant un bon camarade. Et je vous entends déjà dire, c'est pas de l'intelligence ça! Et pourquoi pas? Reprenons la définition de l'intelligence. Reconnaître des tendances, comprendre des idées, résoudre des problèmes, conserver des informations et utiliser la langue pour communiquer. Est-ce que c'est pas des capacités essentielles pour être un bon ami? Reconnaître les tendances, c'est être capable de savoir quand quelqu'un ne va pas bien. Comprendre des idées comme la souffrance, la tristesse, la fierté, ça demande tout de même une maîtrise de concepts abstraits, des créations de l'esprit en somme. Résoudre des problèmes, par exemple comment faire pour qu'Arthur m'apprécie, ça fait clairement partie des choses auxquelles Perceval s'applique en permanence, et avec succès. Pour ce qui est de conserver des informations, Perceval semble toujours retenir les remarques qu'Arthur lui fait, et faire de son mieux pour s'y adapter. Et finalement, en ce qui concerne la communication, même en oubliant ma théorie linguistique, vous noterez que Perceval est toujours capable de communiquer ce qu'il ressent. Tout ça, ce sont les aptitudes non négligeable qui forme son intelligence sociale. C'est pour ça qu'il est un si bon ami. Et être un bon ami pour un animal social, c'est tout aussi important pour la survie que n'importe quoi d'autre. Mais si rien de tout ça ne vous convainc de l'intelligence de Perceval, je vous laisse vous tourner vers une seule citation. Non mais sire, faut pas prendre ce qu'on dit au sérieux. Vous savez bien qu'on est des cons, nous. Je crois que c'est la phrase qui contient le plus de sagesse de toute la série. Perceval a conscience de ses faiblesses et les accepte, mais au-delà de ça, il fait sans doute, sans le vouloir, référence à un des plus grands philosophes antiques. Et encore, sans le savoir, je rappelle qu'il connaissait la poétique d'Aristote, le gaillard. Mais ici, c'est Socrate qui avait dit « Je sais que je ne sais rien ». Cette phrase traduit deux idées qui, pour moi, prouvent l'intelligence de Perceval et avec lesquelles je vais vous laisser. Il n'y a que les véritables idiots qui sont persuadés de savoir. Et il est plus intelligent d'avoir conscience d'avoir tort que d'être persuadé à tort d'être intelligent. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je tenais avant tout à remercier le Château d'Horicourt pour m'avoir permis de tourner ici, dans ce cadre magnifique. N'oubliez surtout pas que vous pouvez me soutenir sur Utip en regardant quelques pubs ou en faisant des dons, comme vous le souhaitez. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tropper, out.